Ismail. Toujours avec l'unité thématique de microbiologie médicale. Là, c'est le cours de physiologie bactérienne. Ceci est un mémo qui fait office pour l'examen de microbiologie, d'accord, pour l'épreuve de cette unité thématique. Donc, vous pouvez le considérer comme une référence et comme une base de révision pour votre examen. Donc, il s'agit de la physiologie bactérienne. Déjà, on définit nos objectifs. Donc, vous devez être capable de citer les besoins nutritionnels d'une bactérie et leur implication dans l'élaboration des milieux de culture. D'accord? C'est très important d'avoir les points clés par rapport aux besoins nutritionnels. Et puis, surtout, ce qu'on appelle les caractères culturaux d'une bactérie et leur implication en pratique médicale. Globalement, le cours précédent de la structure bactérienne nous renvoyait plutôt vers la notion de caractère microscopique, parce que souvent les structures, c'est observé au microscope, au psychoélectronique. Là, c'est plutôt les caractères culturaux, d'accord? Comment une bactérie pousse, ok? Leur implication, bien sûr, en pratique médicale. Et puis, il y a une courbe, on ne peut pas parler de physiologie bactérienne ou de croissance bactérienne sans parler de la courbe de croissance bactérienne et ses implications pratiques, d'accord, médicales et voire extra-médicales. Alors, déjà la physiologie bactérienne. En fait, il y a la grande définition et la petite définition. Globalement, la physiologie, c'est la science des fonctions et des constantes de fonctionnement, ben entre guillemets, normales, des organismes vivants unicellulaires comme pluricellulaires. Et ici, on parle des bactéries. D'accord? Donc, c'est finalement les fonctions et constantes de fonctionnement des bactéries. Je profite de cette occasion pour ouvrir une parenthèse. Euh, les virus non- ne sont pas des entités qui ont une physiologie ou un métabolisme propre à eux. D'ailleurs, leur définition comme des êtres vivants fait encore débat, et de toute façon, ils ne sont pas considérés comme des éléments cellulaires à la base. D'accord? Bon, je ferme la parenthèse. Alors, bien sûr, quand on aborde la physiologie bactérienne, bien sûr, on aborde la croissance bactérienne, comment une bactérie pousse, la nutrition, comment elle se nourrit, et puis finalement, la conséquence de tout ça un peu, c'est la culture bactérienne. Ok. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le métabolisme bactérien. Alors, métabolisme, bien sûr, c'est vraiment très, très large comme notion, et c'est vraiment au fur et à mesure des cours que vous commencerez à appréhender ce qu'on appelle métabolisme bactérien. Ce cours est là pour vous donner les bases. Et la génétique bactérienne, c'est borderline, bien sûr. Elle est abordée seule comme cours, génétique bactérienne, mais il faut savoir que la génétique bactérienne fait aussi partie d'une manière assez directe de la physiologie bactérienne. C'est un peu la physiologie des acides nucléiques, le métabolisme des acides nucléiques et leurs conséquences. Bon, bien sûr, ce cours n'abordera absolument pas la génétique bactérienne, c'est un cours à part. Alors, le plan, vous allez voir qu'il est un peu superposable à ce qu'on a vu précédemment, surtout par rapport aux objectifs. Donc, il y aura une introduction des besoins nutritionnels, les besoins environnementaux, d'accord? C'est difficile à prononcer, ok? Et puis, la croissance bactérienne proprement dite, les milieux de culture et le métabolisme bactérien. Alors, bien sûr, une bactérie, c'est un être vivant. Et le fait d'accepter, d'intégrer cette notion de vivacité, cette notion de vitalité, cette notion que c'est un être vivant comme nous, donc automatiquement, il faut savoir que un être vivant, ça se nourrit. Donc, on va un peu aborder la notion de la nutrition. Quoi manger, d'accord? J'appellerais ça quoi manger. Et puis, un être vivant, ça vit quelque part. Et ça ne peut vivre que dans un environnement favorable. Donc, c'est un peu le où vivre, d'accord? Le quoi manger et le où vivre. Et en fait, quand une bactérie a de quoi manger et elle a le bon endroit où vivre, automatiquement, on obtient une croissance bactérienne. D'accord? Une croissance bactérienne, c'est la conjugaison de quoi manger et de où vivre, c'est-à-dire la présence de nutriments adaptés et d'un environnement favorable. Et la croissance bactérienne, contrairement à l'être humain, ce n'est pas une augmentation de la taille de la bactérie, mais du nombre de la bactérie. Attention, c'est très important. Quand on parle de croissance bactérienne, on parle d'augmentation de nombre, d'accord? Et non pas une augmentation de la taille de la bactérie.
La bactérie, elle aura beau augmenter de taille, si elle ne se multiplie pas, on ne pourra pas appeler ça une croissance. D'accord? Alors, on va commencer par quoi manger. Alors, bien sûr, une bactérie a des besoins énergétiques, elle a besoin de carbone, elle a des besoins spécifiques, d'accord? Et puis, elle a d'autres besoins un peu plus généraux. Et elle a besoin d'une source d'azote, elle a besoin de soufre, elle a besoin de phosphore, d'accord? Elle a besoin d'oligo-éléments et minéraux. En fait, vous retrouvez un peu ce que vous avez fait avant en biochimie, par exemple, ou vous ferez ça aussi en nutrition. En fait, c'est des besoins, si vous voulez, un peu standards. Mais vraiment, j'insisterai particulièrement sur les besoins énergétiques et sur les besoins spécifiques, d'accord? Alors, toujours avec les besoins nutritionnels, les besoins énergétiques, attention, on a des bactéries qui tirent leur énergie de la lumière, un peu comme les bactéries qui font de la photosynthèse. On est d'accord que cela ne nous intéressera pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est les bactéries qui provoquent des infections chez l'être humain. Et ces bactéries ne provoquent pas d'infection chez l'être humain. D'accord? Il y a les bactéries qui tirent leur énergie de réactions chimiques, c'est les réactions d'oxydoréduction. Attention, c'est très important. Ok? Les bactéries chimiotrophes, c'est des bactéries qui tirent leur énergie de réactions d'oxydoréduction. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui tire son énergie des réactions d'oxydoréduction? Eh bien, c'est l'être humain aussi. La fermentation et la respiration, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Donc l'être humain est chimiotrophe et justement parmi les bactéries qui provoquent des infections chez l'être humain, eh ben, c'est les bactéries chimiotrophes. Ok? Et puis, on y trouve aussi les chimiolithotrophes, c'est-à-dire elles font des réactions d'oxydoréduction, mais à partir de composés minéraux. Celles-là, elles ne provoquent pas d'infection chez l'être humain. Mais les bactéries qui font leur réaction d'oxydoréduction à partir de molécules organiques, on les appelle les chimio-organotrophes, et c'est celles-là qui ont un intérêt médical. C'est-à-dire que pour faire simple, l'être humain est chimio-organotrophe. Pourquoi? Parce qu'il fait de la respiration et de la fermentation. Ce sont des réactions d'oxydoréduction. Il les fait à partir de molécules organiques. Glucose, acide aminé, glycérol, acide gras. Et bien, les bactéries qui sont pathogènes pour l'homme, et ben, c'est comme si elles ne pouvaient rendre malade qu'une personne ou un être vivant qui a un métabolisme semblable, pour qu'il n'y ait pas de problème d'adaptation, si vous voulez, une barrière d'espèce. Donc, c'est en rouge, c'est souligné, attention. Les bactéries chimio-organotrophes, c'est celles qui ont un intérêt médical, et vous devez non seulement être capable de dire que c'est ça les bactéries d'intérêt médical, mais d'expliquer c'est quoi chimio et c'est quoi organotrophe. Ok? D'ailleurs, c'est la même définition que pour l'être humain d'un point de vue nutritionnel. Alors, toujours avec les besoins nutritionnels. Alors, pour les sources de carbone, il y a des bactéries qui peuvent avoir leur carbone à partir de CO2. On les appelle les autotrophes. Et puis, les bactéries hétérotrophes, c'est-à-dire celles qui tirent leur carbone à partir de molécules organiques, on les appelle les bactéries hétérotrophes. Encore une fois, c'est les bactéries pathogènes pour l'homme. D'ailleurs, l'être humain ne peut pas avoir du CO2, du carbone à partir du CO2. Même l'être humain est hétérotrophe, d'accord? Il a besoin d'acides aminés, d'hydrates de carbone, d'accord, de lipides qui contiennent du carbone pour tirer ses besoins en carbone. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine superposition avec l'être humain. Et puis, attention, on peut utiliser cette notion de CO2 pour stimuler la croissance en culture, mais ça, c'est un détail technique. Moi, ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est que les bactéries euh, pathogènes pour l'être humain, c'est des bactéries hétérotrophes qui ne peuvent pas utiliser le CO2 comme source de carbone, mais plutôt comme des composés organiques. Voilà. Alors, bien sûr, les besoins spécifiques. Attention, les besoins spécifiques, c'est ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Ok? C'est-à-dire que en dehors des besoins de base que de tout être vivant, il y a les besoins. Ces besoins spécifiques sont souvent définis. D'accord? Alors, ce sont des substances organiques indispensables à la croissance bactérienne que la bactérie est incapable de synthétiser. D'ailleurs, on trouve la même notion chez l'être humain. Par exemple, au niveau des acides aminés, on appelle ça les acides aminés essentiels. D'accord?
S'ils ne sont pas là, l'être humain ne peut pas avoir de croissance, il ne peut pas synthétiser ces acides aminés. C'est la même chose pour les bactéries, mais ce n'est pas uniquement pour les acides aminés. D'accord? Par exemple, alors la cystéine pour la Legionella pneumophilia, les bases puriques pyrimidiques pour l'hémophilus influenzae. Au passage, c'est des bactéries qui sont, qui sont pathogènes pour l'être humain. Celles-ci provoquent des infections respiratoires et celui-là provoque, c'est vraiment des pathologies chez le nourrisson. Alors là, il y a un truc qui est exprès intégré dans votre cours, c'est ces bactéries, leur écriture est fausse. Je vous invite à les corriger. C'est faux. D'accord? Legionella pneumophilia, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Hémophilus influenzae, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Il faut que vous ayez les règles de taxonomie en tête. Bon, je vous laisse réfléchir. Attendez. Et puis maintenant, c'est bon, faites pause. Essayez de les écrire correctement. Voilà. Maintenant, votre pause est finie. Je vais vous donner la bonne réponse. Alors, Legionella, il n'y a pas d'accent sur le E. Et pneumophilia, ça doit être tout en minuscule. Il n'y a que la première lettre du genre qui est en majuscule, en lettre capitale, sinon tout le reste doit être en minuscule. Donc ici, il y a une double erreur. L'accent et le fait que ici soit en majuscule. Là, par contre, il y a une erreur au genre. Hémophilus, le H doit être en majuscule et le I doit être en minuscule. D'accord? Voilà les erreurs qu'il y avait. Et les deux doivent s'écrire en italique ou éventuellement on met un trait au-dessous. Voilà. Faites attention, c'est très important de bien écrire les bactéries. Alors, bien sûr, certaines bactéries ont besoin de vitamines, comme les Gonorrhoeae. Donc ici, ça doit être écrit en italique. D'accord? Et puis, si on parle de besoins nutritionnels, alors il faut savoir que ce n'est pas toutes les bactéries qui ont besoin des besoins spécifiques, c'est-à-dire les facteurs de croissance bactériens. Et bien, justement, il y a les bactéries prototrophes qui n'ont absolument pas besoin de facteurs de croissance. C'est juste les besoins de base. D'accord? On les appelle les bactéries prototrophes. Et il y a les bactéries auxotrophes qui nécessitent des facteurs de croissance. D'accord? Et c'est très important pour vous de les savoir par rapport à l'application pratique. En tant que médecin, vous apprendrez à lier chaque infection à un ensemble de bactéries pathogènes pour l'homme. Si vous faites un examen complémentaire à leur recherche, sachez que si vous devez connaître un peu les bactéries qui sont, par exemple, si l'Haemophilus influenzae, c'est souvent une bactérie qui provoque des méningites chez le nourrisson. Et c'est des bactéries auxotrophes, d'accord, qui ont besoin de facteurs de croissance particuliers. Et en quoi ça peut intéresser un médecin? Tout simplement, quand vous faites votre ponction lombaire chez le nourrisson, il faut savoir que vous êtes devant une bactérie fragile, d'accord, qui a des besoins spécifiques, c'est-à-dire que il faut vraiment qu'il y ait des milieux de culture adaptés, que le transport du LCR doit être rapide, et vous devez connaître ça quand vous envoyez votre LCR dans un laboratoire donné. Est-ce qu'il a les milieux qui contiennent les besoins spécifiques. Et puis, est-ce que vous êtes capable de, vous ou éventuellement la structure au sein de laquelle vous travaillez, de transporter le prélèvement assez vite pour que cette bactérie ne meure pas parce qu'elle a des besoins spécifiques. Donc, vous voyez, quand vous avez affaire à une infection urinaire, par exemple, où on sait que c'est plutôt les entérobactéries qui ont des bactéries prototrophes, c'est-à-dire qui n'ont pas de besoin de croissance spécifique, globalement, vous avez une marge de manœuvre, d'accord? Bien que, on verra dans le cours du diagnostic, faire attendre un prélèvement n'est jamais bon. Mais si à comparer, ici, la marge de manœuvre est moins étroite que pour les bactéries auxotrophes. La même chose pour Neisseria gonorrhoeae, qui est une bactérie aussi fragile, elle a besoin de vitamines. Si c'est responsable souvent d'infections génitales, alors si vous la recherchez, encore une fois, sachez que c'est une bactérie auxotrophe, d'accord, et que, encore une fois, ça nécessite des soins particuliers. Voilà. Maintenant, les autres besoins nutritionnels, a priori, je n'insisterai pas trop sur ça. Je me contenterai de les citer. Alors, les besoins en azote, d'accord, les bactéries ont besoin d'azote, mais la plupart du temps, elles tirent ça de composés organiques qui contiennent de l'azote, surtout les bactéries pathogènes pour l'homme. Mais bon, mais parfois carrément de l'azote de l'air ou des nitrites. Ok. Et puis elles ont besoin de soufre aussi, d'accord? Elles ont besoin de soufre souvent, surtout surtout les acides aminés qui contiennent du soufre.
d'accord? Rarement à partir de sulfate, et elles ont besoin de phosphore, tout comme l'être humain, et les oligo-éléments. Donc, vous voyez que quand vous abordez les bactéries, surtout les bactéries pathogènes pour l'homme, vraiment, ça nous rappelle un peu les besoins de l'être humain, tout simplement, d'accord? Et c'est tout à fait normal que ces bactéries provoquent des infections, qu'elles soient pathogènes pour l'homme. Il n'y a pas de barrière d'espèce, si vous voulez. Voilà. Donc, si vous deviez retenir qu'une chose à partir de tout ça, d'accord, c'est que les bactéries chimio-organotrophes sont les bactéries d'intérêt médical. Donc, voilà. Donc, ça, c'est par rapport à quoi manger. Maintenant, on aborde le où vivre. Je vous rappelle, une bactérie, il faut qu'elle ait quoi manger et un environnement favorable où vivre. Alors, maintenant, on va voir où est-ce qu'une bactérie voudrait vivre. Alors, d'abord, il y a la notion de température. Il faut qu'il y ait une température favorable. Il y a la notion de pH. Il faut qu'il y ait un pH favorable. Et puis, il y a la notion de pression osmotique. D'accord? Et il y a la notion d'atmosphère gazeuse. Alors, attention, c'est pas parce que j'ai mis un trait en rouge que c'est la seule chose à retenir. Pourquoi les quatre sont à retenir? Parce que tout simplement, dans le corps humain, la température n'est pas fondamentalement la même dans tous les compartiments anatomiques de l'être humain et tissulaire. Le pH non plus. Si on devait comparer le pH sanguin neutre à légèrement alcalin au pH, au pH de- de- gastrique et la cavité vaginale qui est extrêmement acide, au pH du duodénum qui est alcalin, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a une grande variété de pH. Et du coup, les bactéries aussi. Si on est dans un pH acide gastrique, donc la bactérie qui pourra y vivre, c'est celle qui sera le mieux adaptée à l'acidité. Si c'est alcalin, eh ben, ça sera les bactéries adaptées au pH alcalin, etc., etc. Pour la pression osmotique, la même chose. Ce n'est pas toujours isotonique, entre guillemets, dans le corps humain. Il y a les larmes, il y a par exemple la sueur, il y a la peau, où il y a une pression osmotique très importante et ailleurs elle est moins. D'accord? Donc vous voyez que tout ça, c'est quand même des notions à intégrer. Mais toutefois, l'atmosphère gazeuse, elle a un peu, elle a une place particulière, d'accord, chez les bactéries pathogènes pour l'homme. Alors, la température, globalement, il y a la notion de bactéries mésophiles. Mésophiles, ça veut dire celles qui vivent entre 10 et 45 degrés Celsius et qui aiment bien être entre 30 et 37 degrés Celsius. Et c'est le cas de la plupart des bactéries pathogènes pour l'homme. Et comme par hasard, la température de l'être humain tourne autour de ça. Ça ne veut pas dire que les bactéries qui sortent de ce contexte ne peuvent pas être pathogènes pour l'homme. Je dis bien la plupart, il y a toujours des exceptions. Et puis il y a les bactéries psychrophiles. D'accord? C'est des bactéries qui tolèrent ou aiment le froid, entre moins 15 et plus 4 degrés. Celle qui nous intéresse, c'est de 5 à 10 degrés Celsius. C'est le cas des frigidaires, des congélateurs, en fait là où on conserve les aliments dans le froid. Et si on a une bactérie pathogène pour l'homme qui ne craint pas le froid, eh ben, elle peut être pathogène pour l'homme et la transmission peut être alimentaire. Et c'est le cas justement de Listeria monocytogenes qui justement peut donner des septicémies chez la femme enceinte ou la personne âgée à point de départ digestif. Encore une fois, regardez bien, il y a une erreur, essayez de la corriger. Voilà, et là je vous la corrige. Alors il n'y a pas d'accent sur le E, et ça doit être écrit en italique, et tout le reste est respecté. Pas, il y a juste le L en lettres capitales pour le genre, et le reste est en minuscule. Voilà. Et puis il y a les bactéries thermophiles, c'est les coliformes fécaux, d'accord? C'est-à-dire les bacilles gram-négatifs qui vivent dans les intestins. Ils sont très très importants dans le contrôle des aliments et de l'eau. En fait, quand vous suspectez une MTH, c'est-à-dire ce qu'on appelle les maladies à transmission hydrique, et bien, tout simplement, on envoie l'eau ou l'aliment suspect et on va rechercher coliformes fécaux. Comme son nom l'indique, c'est les bacilles gram-négatifs qui vivent dans les matières fécales. Et si on les retrouve, ça veut dire qu'il y a eu contamination fécale. Et s'il y a contamination fécale, je vous laisse imaginer que personne n'est prêt à manger ou à boire de l'eau qui a été en contact avec des matières fécales, avec tous les microbes qui peuvent être transmis dans ce contexte. Et puis les hyperthermophiles ne sont pas pathogènes pour l'homme, mais ils ont été extrêmement utiles pour élaborer une technique très particulière qui est la PCR. Vous avez sûrement entendu parler. En fait, les enzymes qui ont permis l'invention de la PCR ont été tirées à partir de ces bactéries hyperthermophiles. Voilà. Alors, le pH, on a les bactéries qui aiment le pH neutre, les bactéries qui aiment le pH alcalin,
comme par hasard, le vibrio qui donne le choléra, il est alcalin, et comme par hasard, c'est une toxi-infection digestive, intestinale, d'accord? Et puis il y a les bactéries acidophiles, lactobacillus, et je ne parle pas d'Helicobacter pylori, il y aura un cours sur ça. Alors bien sûr, euh, si on devait cultiver ces bactéries, d'accord, toutes ces bactéries, bien qu'elles aient un certain feeling par rapport à des pH différents, mais on a tendance à maintenir un pH constant dans les milieux de culture parce qu'on ne peut pas toujours se permettre de leur donner le pH qui leur convient parce que parfois c'est impossible à étudier, d'accord? Un pH, vous étudiez une bactérie dans un pH acide, il n'y aura aucune technique bactériologique qui pourra supporter, même le réactif ne pourra pas supporter un tel pH. D'accord? Donc on utilise des solutions tampons. Voilà. Les besoins osmotiques, alors attention, les besoins osmotiques, c'est la teneur en NaCl. Bien sûr, il y a une notion générale que grâce à la paroi bactérienne, les bactéries supportent les variations osmotiques. D'accord? Ce n'est pas des superman non plus, il y a des limites à tout ça. Alors généralement, on constate les bactéries halo, ça veut dire sel, halophiles, qui aiment le sel, d'accord, qui ont même besoin de sel, d'accord, les bactéries marines, les saumures, Vibrio alginolyticus. Et je vous interpelle sur cette notion de comme quoi l'eau de mer serait un excellent antiseptique. J'ai envie de vous dire oui et non. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui vivent dans l'eau de mer et qui peuvent donner vraiment des infections importantes, entre autres le choléra. D'accord? Toutefois, par exemple, celui-là, le Vibrio alginolyticus, c'est une bactérie généralement gentille, mais si vous, par exemple, vous allez en bord de mer, vous vous blessez en nageant dans les rochers, etc., et ben, cette bactérie qui vit dans l'eau, qui adore le sel, si elle souille votre plaie, vous pouvez avoir une infection, voire nécrose carrément. D'ailleurs, entre guillemets, une blessure, une plaie qui a été faite en eau de mer, il ne faut pas que vous vous rassuriez, vous dites ouais, c'est l'eau de mer, c'est propre, c'est un antiseptique. Ça tue la plupart des bactéries, mais celles qui ne sont pas tuées peuvent être très dangereuses. Donc toujours eau oxygénée, bétadine, ça, il ne vous faites pas d'exception parce que c'est de l'eau de mer. D'accord? Et puis il y a les bactéries allotolérantes, c'est-à-dire elles n'aiment pas le sel, mais elles le supportent très bien, entre autres le Staphylococcus aureus. Bon, bien sûr, euh, on a tendance à. Il y a ce qu'on appelle, je sais pas, le khlé ou le qdid, c'est-à-dire la viande qui est séchée au sel. C'est vrai que ça tue la plupart des bactéries, mais quand même, faites attention, il y a des bactéries allotolérantes qui peuvent donner des diarrhées, etc. Entre autres le Staphylococcus aureus. Ok, donc voilà. Et puis, l'atmosphère gazeuse. Faites très attention par rapport à l'atmosphère gazeuse. Alors, par rapport à l'air, et surtout à la teneur en oxygène de l'air. Ok. Il y a les aérobies strictes, ok. C'est-à-dire que c'est des bactéries qui ne poussent qu'en présence d'air. Pardon, un petit bug de l'ordinateur, donc je reprends. Les bactéries, on distingue par rapport à la teneur en oxygène les aérobies strictes, c'est-à-dire l'oxygène de l'air qui est à 25% pour arrondir, est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut de l'air pour pousser. Exemple, Pseudomonas aeruginosa, d'accord, qui est une bactérie responsable d'ailleurs, comme par hasard, d'infections respiratoires opportunistes chez un asthmatique ou chez quelqu'un qui a une BPCO ou fréquent pneumo, d'accord. À l'opposé de ça, il y a des bactéries, d'ailleurs pour lesquelles je vous ferai un cours, les anaérobies strictes. Alors celles-là, c'est exactement l'inverse. Elles ne peuvent pas pousser en présence d'oxygène, O2. Donc, donc, on les appelle les anaérobies strictes, mais en réalité, il faut enlever tout le O2 qui est dans l'air pour qu'elles puissent pousser. On les appelle des anaérobies strictes. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'oxygène. D'accord? Et puis, il y a les aéro-anaérobies facultatifs. Alors ça, c'est des bactéries peinards qui ne se posent pas trop de questions. Qu'il y ait de l'air ou qu'il n'y ait pas d'air, ce n'est pas un problème pour elles. Elles poussent quelle que soit la teneur de l'environnement en oxygène. D'accord? Qu'il n'y ait pas d'oxygène, elle pousse. Qu'il y ait de l'oxygène, elle pousse. D'accord? C'est vraiment, vraiment, c'est les aéroanaérobies facultatifs. D'accord? Et puis à côté de ça, il y a ces bactéries
Et, que j'ai envie de dire chipoteuses, c'est-à-dire, je suis, elles font les difficiles, d'accord? C'est les micro-aérophiles. Alors, ces micro-aérophiles, si on leur donne de l'oxygène comme l'air, comme si c'était de l'air, eh ben, elles ne poussent pas. Elles estiment qu'il y a trop d'oxygène. Et si on leur enlève l'oxygène comme les anaérobies, elles ne poussent pas. Elles estiment qu'il y a trop peu, qu'il y a pas d'oxygène. En fait, elles ont besoin d'une quantité précise en oxygène, vraiment, mais qui est toujours inférieure à celle de l'air. D'accord? C'est vraiment juste ce qu'il faut. Moins que l'air, mais juste un peu. Et pas moins, ni plus ni moins. D'accord? C'est vraiment les micro-aérophiles, juste un peu d'air. Alors, il y a des bactéries très impliquées en pathologie humaine, qui sont les campylobactères, qui donnent principalement des diarrhées. D'ailleurs, c'est la première cause bactérienne des diarrhées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis, il y a l'hélicobactère, surtout qui est responsable de pathologies gastriques. En gastro-entérologie, vous ferez cette bactérie plus en détail. Du moins, je l'espère. D'accord? Donc voilà le schéma, comment on les retrouve. Donc voilà où elles poussent. Donc regardez, regardez, d'accord? Donc là, le tube numéro un, essayez de réfléchir qu'est-ce que c'est. D'accord? Je vous laisse un moment de réflexion. Voilà. La réponse est aérobie stricte. Regardez, ça a poussé à la surface. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'air pour pousser. D'accord? Et je saute au numéro 4, c'est les anaérobies strictes. Regardez, il n'y a pas d'oxygène, elle pousse, il n'y a pas d'oxygène, elle pousse, il n'y a pas d'oxygène. Tac, dès qu'il y a de l'oxygène qui a été dissous dans le milieu, tac, elles arrêtent de pousser. Parce qu'à partir d'ici, il y a de l'oxygène qui arrive. Alors là, le numéro 3, regardez, sur toute la longueur, ça a poussé. C'est-à-dire que c'est des bactéries qui ne craignent pas l'air et qui ne craignent pas l'absence d'air. D'accord. Et puis là, regardez, c'est les fameux micro-aérophiles. Alors, plus haut, il y a trop d'oxygène et en dessous, il n'y en a pas assez. Voilà, ça, c'est les micro-aérophiles. Voilà. Bien sûr, il y a une cinquième catégorie dont je n'ai pas parlé exprès, parce qu'à ce stade, j'ai peur que vous vous en mêliez les pinceaux, d'accord? Il y aura une cinquième catégorie, je vous en parlerai éventuellement à l'occasion, d'accord? Probablement quand je ferai le diagnostic microbiologique, mais déjà retenez ces quatre types, aérobie stricte, d'accord? Micro-aérophile, aéro-anaérobie facultatif et anaérobie stricte. Voilà, ok? Alors regardez ici, ça a poussé en surface, ça a poussé en profondeur, ça a poussé sur toute la longueur, et là, ça a poussé quelque part entre la surface et la profondeur. Voilà. Donc, ça, c'est l'atmosphère gazeuse. Donc, voilà pour comment on incube les bactéries qui ont besoin d'une atmosphère modifiée. Alors, ici, on incube dans une étuve. Voilà, ici, c'est des milieux de culture. Ici, on incube des bactéries à air ambiant, c'est-à-dire que l'air n'a pas besoin d'être modifié. Généralement, on incube ici les aérobies strictes et les aéroanaérobies facultatifs. Les aérobies strictes parce qu'elles ont besoin d'air et les aéroanaérobies facultatifs parce qu'en fait, ce n'est pas un problème pour elles. D'accord? Et là, c'est quand on veut modifier l'air. Qu'est-ce qu'on fait? On met les milieux de culture dans une jarre fermée hermétiquement ou dans un sachet fermé hermétiquement. Et à l'intérieur, regardez, il y a des sachets, des mini-sachets, ici aussi un mini-sachet, où il y a une sorte de générateur qui permet de modifier l'air. Ou bien il absorbe totalement l'air, l'oxygène, pour donner des anaérobies strictes, ou alors il va absorber juste un peu d'oxygène pour donner pour les micro-aérophiles. Donc voilà. Si vous n'avez pas compris, eh bien, revenez en arrière par la vidéo et réécoutez l'explication sur c'est quoi un micro-aérophile et c'est quoi un anaérobie strict. Voilà. Maintenant, important, très très important à retenir. D'accord? Donc, l'ensemble des connaissances sur les besoins nutritionnels des bactéries. D'accord? C'est-à-dire le quoi manger. Le quoi manger a permis aux scientifiques d'élaborer les milieux de culture qui contiennent les nutriments dont une bactérie a besoin pour sa croissance. Et l'ensemble des connaissances des besoins environnementaux. Voilà, ouf, je l'ai dit. D'accord? En fait, ça a permis un peu d'élaborer les conditions d'incubation. C'est-à-dire que finalement, le où vivre il est reproduit pour donner les conditions d'incubation. D'accord? Donc, les milieux de culture, c'est le quoi manger, les conditions d'incubation, c'est le où vivre. OK? Et le 1 et le 2, comme je l'ai dit en introduction, permet d'obtenir la croissance bactérienne. Donc, pour obtenir une croissance bactérienne, on doit utiliser les bons milieux de culture dans de bonnes conditions d'incubation in vitro. Voilà, j'introduis cette notion in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur du corps humain sur
des produits synthétiques, d'accord? Chez l'être humain, ça serait pas, l'ensemble est fourni par l'être humain et là, ça serait plutôt une croissance bactérienne qui donnerait une infection ou autre chose, d'accord? Ici, je parle in vitro, c'est-à-dire au niveau du laboratoire, d'accord? Les connaissances en besoins nutritionnels, c'est les multicultures. Les besoins environnementaux, c'est les conditions d'incubation. L'ensemble permet d'obtenir une croissance bactérienne, d'accord? Et tout ça, les besoins en milieu, les conditions d'incubation et même les substances, les mauvaises, c'est-à-dire les substances qui peuvent tuer les bactéries ou alors les conditions d'incubation qui peuvent tuer une bactérie, tout ça, c'est les caractères culturaux ou les caractères de culture. En fait, à retenir cette définition des caractères culturaux, c'est l'ensemble de ce qui permet ou pas une croissance bactérienne. D'accord? Tout ce qui permet cette croissance bactérienne, c'est un caractère de culture. Et ce que je vous rajoute dans cette définition, c'est que aussi tout ce qui empêche une croissance bactérienne est un caractère de culture. Le meilleur exemple, c'est celui qu'on vient de faire maintenant, les anaérobies strictes. Dire anaérobie stricte, ça veut dire une bactérie qui ne peut pas pousser en présence d'oxygène. Donc vous voyez, on n'obtient pas de croissance bactérienne pour les anaérobies strictes en présence d'oxygène. Et regardez, c'est une notion négative, mais ça reste un caractère de culture. Même si c'est par la négation, ne permet pas la croissance bactérienne. L'oxygène qui ne permet pas la croissance bactérienne, c'est spécifique aux anaérobies strictes et c'est un caractère de culture. D'accord? Donc ce slide est important. S'il vous plaît, je me permets d'insister sur ça. Voilà. Maintenant, finalement, une bactérie a où vivre et quoi manger, elle va se multiplier. D'accord? Et la croissance bactérienne, c'est l'augmentation du nombre. Et, et la bactérie, bien sûr, se divise. Attention, j'ai entendu parfois des gens parler de mitose ou de méiose. Non. La division bactérienne, c'est par scissiparité. Globalement, la bactérie ne se foule pas. Elle dédouble son ADN et elle divise. Voilà. La paroi, elle s'insinue et ça se sépare. Ça ne se pose pas trop de problèmes, hein, d'accord? Donc c'est pas aussi élaboré qu'une mitose. Donc faites attention, ce n'est pas une mitose. Je peux vous poser une question pareille à l'examen, à la croissance bactérienne, des propositions et je mettrai mitose au milieu. Faites très attention. Les bactéries, ça ne se divise pas par mitose, ça se divise par scissiparité. D'accord? Alors, maintenant, cette croissance bactérienne dont on a tant parlé, comment on peut l'observer? Alors, tout simplement, par l'apparition de ce qu'on appelle les UFC, d'accord, les unités formant colonie, d'accord, sur un milieu solide, d'accord, et je vais vous montrer des images, ok. Ou alors, si j'utilise un milieu de culture liquide, le liquide, il était clair au début, il devient trouble. Parfois, quand on a, dans certaines conditions, surtout quand on veut faire un diagnostic plus élaboré, par exemple pour la tuberculose, on utilise des milieux fluorescents qui sont en rapport avec la croissance bactérienne ou alors des milieux ce qu'on appelle chromogènes, c'est-à-dire qui changent de couleur. Donc ça, c'est des réactions un peu particulières. Mais surtout les UFC des milieux solides. C'est vraiment ce qui est le plus utilisé. Ok, donc voilà, je vous montre les UFC. Alors, vous voyez, regardez ici, c'est une bactérie c'est une colonie bactérienne, elle a poussé. D'ailleurs, elle a bouffé le sang qui était autour d'elle, hein. D'accord? C'est une bactérie qui s'est multipliée des centaines de milliers de fois pour donner ces colonies. Donc ça, ce que vous voyez, c'est des UFC, des unités formant colonie. Une bactérie qui s'est multipliée pour donner une colonie. Voilà, ça c'est milieu solide. Pour les milieux liquides, regardez, au départ, quand on a mis les bactéries, le milieu était limpide. Et là, quand il y a eu croissance, il est devenu trouble. Ok. Là, encore une fois, je vous montre des UFC pour que vous ayez l'habitude de les observer. Regardez tout ça. Ça, c'est une bactérie qui, pendant 24 à 48 heures, n'a pas cessé de se multiplier jusqu'à devenir cette unité formant colonie. Et c'est le signe d'une croissance bactérienne. Un autre milieu, d'accord? Et au passage, je me permets de vous montrer des différents types d'UFC, différents types de milieux. Vous savez, parfois le milieu change, il change l'aspect de la bactérie. Et chaque espèce bactérienne peut avoir son propre aspect à la culture, d'accord? Alors regardez, voilà,
Ça, c'est plutôt des colonies noires. Ok, et ça, c'est une UFC, une UFC, une UFC. Voilà, encore. Voilà, ça, c'est un milieu qu'on appelle le milieu de Chapman. D'accord? Regardez, ça, c'est un staphylocoque, une espèce épidermidis. Regardez, c'est plein d'UFC. D'accord? Et ici, l'aureus, regardez, il est jaune, doré. Regardez, une UFC, une UFC, une UFC. Tout ça, c'est des UFC. Voilà. Un autre milieu, là, c'est un milieu où on voit des UFC et on utilise des substances chromogènes, colorées. C'est-à-dire, c'est le même milieu, mais selon la bactérie, il donne des milieux différents. Alors, c'est vraiment parmi les dernières générations de milieux de culture. Ils sont très chers. Alors voilà, là, c'est, regardez, des colonies bleues. Là, c'est des colonies plutôt beige qui donnent sur le marron foncé. Là, c'est des colonies blanchâtres. Donc, vous voyez, c'est le même milieu pourtant, mais il suffit que la bactérie change pour qu'elle puisse donner. Alors, vous allez me dire ça et ça, c'est la même chose. Vous direz oui et non, parce que regardez, le bleu est plus vif qu'ici. D'accord? Ce n'est pas la même bactérie. Ok? Mais c'est toujours des UFC. Voilà. Alors, bien sûr, cette culture bactérienne, euh, parfois, on doit la quantifier. D'accord? Surtout si on a besoin d'avoir des seuils bactériens pour incriminer cette bactérie dans une infection. Par exemple, pour les ECBU, les UFC, il faudrait qu'il y en ait, c'est-à-dire qu'il y en ait jusqu'à 100 000. 100 000 UFC, il faudrait qu'il y ait 100 000 colonies sur la boîte pour pouvoir l'incriminer. Bon, il y a des techniques pour les compter, ces UFC, hein, ça c'est un autre détail. D'accord? Et si j'ai pas 1000, et s'il y a d'unités formant, il y a moins de 1000 unités formant colonie, c'est pas une infection urinaire. Et entre les deux, c'est douteux. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous expliquer que cet aspect, d'accord, là, c'est un aspect qualitatif, mais parfois on est obligé de compter ces UFC pour pouvoir faire un diagnostic bactériologique d'une infection. Donc, les infections urinaires, au-delà de 100 000, on est sûr que c'est une infection urinaire. Moins de 1000, ce n'est pas une infection urinaire. Entre les deux, ça peut être douteux. Donc, regardez, voilà. Je vous ai montré une culture. Voilà. Donc là, c'est quand c'est plus au-delà de 100 000, on a cet aspect. Quand c'est moins, voilà, on a 10 puissance 3, c'est ça, d'accord? On va pas s'amuser à les compter. En fait, c'est des tables, c'est des images, et on fait une comparaison. OK? Ou on fait des dilutions, mais ça, c'est des détails techniques. Voilà, ça aurait été formidable de pouvoir, s'il y avait eu dans les unités intégrées que vous avez fait sur les infections urinaires, euh, un cours sur les ECBU, ce qui est dommage parce que vous allez être des médecins finalement qui vont prescrire des ECBU sans trop savoir comment ça marche. Et donc, un défaut d'interprétation obligatoire. Enfin bref, c'est un autre débat. Donc, retenez qu'il faut quantifier, que parfois, pour un diagnostic bactériologique, on est obligé de quantifier la culture, d'accord, en faisant le comptage des UFC. Voilà. Maintenant, la fameuse courbe de croissance. Alors, la courbe de croissance, c'est quoi? En fait, des chercheurs se sont amusés, bon, c'est vraiment une vue de l'esprit, hein. Ils ont étudié, dans un milieu donné, la quantité de bactéries qui, 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 qui pouvaient faire une croissance et la variation de la quantité en fonction de la croissance dans un milieu. Par exemple, ici, voilà, un temps T0, je mets par exemple une centaine de bactéries dans un milieu. D'accord? Et en fonction du temps, je vais voir la croissance bactérienne. D'accord? Le nombre de bactéries dans ce milieu. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette phase, on appelle la phase de latence. C'est quoi cette phase de latence? C'est le temps pour que la bactérie prenne conscience de dans quel milieu elle est et quels besoins et quels sont les nutriments qui sont présents et pour qu'elle commence un peu à s'activer, à produire les enzymes nécessaires et qu'elle puisse commencer à se multiplier. Là, elle commence à se multiplier. D'accord? Donc le nombre augmente progressivement. Et puis à un certain moment, regardez, ici c'est une droite, c'est pas une courbe. Regardez, c'est une droite. Il y a vraiment une accélération maximale. Ça ne monte pas au-delà. C'est vraiment ici le max de la croissance. C'est ici, dans cette partie qui ressemble à une droite, on l'appelle la phase exponentielle. Pourquoi la phase exponentielle? Parce que là, la bactérie, elle est au maximum de sa multiplication. C'est vraiment, elle est au top, au max. Elle lâche rien. Elle est en train de se multiplier de manière intensive. Cette phase exponentielle est très importante parce que c'est là où la bactérie exprime la plupart de ses caractères métaboliques, de ses caractères biochimiques et de ses caractères phénotypiques finalement.
Et puis à un certain moment, surtout quand les besoins commencent à diminuer, alors la division bactérienne se ralentit. Et puis à un certain moment, la croissance bactérienne est stationnaire. C'est-à-dire, il y a autant de bactéries ici qui meurent que de bactéries nouvelles qui se divisent, d'accord? Et puis à un certain moment, il y a, les bactéries vraiment commencent à mourir. Il y a quasiment plus de nutriments. Il y a beaucoup de produits toxiques, de déchets dans le milieu. Et là, on l'appelle la phase de mortalité. Donc, il faut retenir les quatre phases. Vous pouvez avoir une question sur les quatre phases, mais surtout, 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 cette phase exponentielle où la bactérie exprime tous ces caractères phénotypiques. Et c'est pendant cette phase qu'on arrive à savoir une bactérie, on établit ce qu'on appelle le temps de génération. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on sait qu'une bactérie à quelle vitesse, si vous voulez, elle se multiplie. D'accord? La phase exponentielle. Je vous donne une vue de l'esprit, deux extrêmes. Par exemple, la plus rapide, c'est Escherichia coli. C'est autour de 20 minutes. D'accord? Et puis, Mycobacterium tuberculosis, qui est réputé d'une croissance lente, ça se divise une fois par 24 heures ou 20 heures en moyenne. Alors que Escherichia coli, ça se divise une fois toutes les 20 minutes. Voilà. Donc, la courbe de croissance, donc la phase exponentielle, c'est la phase où la vitesse de division est maximale, je viens de le dire. Et encore une fois, les caractères phénotypiques principaux sont exprimés et ça permet de déterminer le temps de génération qui est le temps de division d'une bactérie. Euh, je ne vous cache pas que je pourrais être appelé à poser une question sur ça. Voilà. Maintenant, fini la croissance bactérienne, faites une pause si vous voulez, d'accord, et on aborde les milieux de culture. Alors, les milieux de culture. Ok, regardez, vraiment, il y a une grande diversité de milieux de culture, hein, vraiment des dizaines et des dizaines, voire des centaines qui ont été élaborés depuis plus d'un siècle, d'accord? Alors, il y a plusieurs formats, boîte pétri, alors, il y a des milieux liquides, il y a des milieux solides, d'accord? Et puis, il y a des milieux présentés dans des tubes inclinés, dans des flacons, etc. Donc, vous voyez, il y a même des milieux présentés sous forme de poudre. Donc, c'est vraiment très diversifié, d'accord? Donc, c'est vraiment le milieu de culture qui est un mélange de substances, d'accord? En fait, c'est le quoi manger de tout à l'heure. Dans un milieu de culture, la bactérie est censée trouver ses besoins, ok? Et bien sûr, on essaie d'obtenir la courbe de croissance désirée. Généralement, les milieux de culture sont censés euh, permettre une courbe de croissance exponentielle, d'accord? Il y a quelques exceptions, d'accord? Mais généralement, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est la phase exponentielle de la courbe de croissance, ok? Mais attention, c'est une notion extrêmement importante. Toutes les bactéries ne sont pas cultivables. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries pathogènes pour l'être humain pour lesquelles il n'existe pas de milieu de culture jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, il y a une maladie, une infection génitale, qui ont des ulcérations génitales qui sont liées à une bactérie qu'on appelle Treponema pallidum. Et cette maladie, elle s'appelle la syphilis. Et bien, Treponema pallidum, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de milieu de culture qui permette sa culture, sa croissance. D'accord? Chlamydia trachomatis aussi, qui est responsable du trachome ou du rétrite ou de cervicite. D'accord? Ça aussi, c'est des bactéries pour lesquelles il n'y a pas encore de milieu de culture. On ne peut pas obtenir une courbe de croissance. Il n'y a pas de milieu sur lesquels on peut obtenir un milieu de croissance. Et aussi, jusqu'à maintenant, les chercheurs n'ont pas pu trouver un milieu de culture. Alors, si on prenait toutes les bactéries cultivables, hein, toutes les bactéries, les bactéries non cultivables, mais si on prenait les bactéries cultivables, et ben actuellement, il n'y a pas un milieu de culture qui permette éventuellement de cultiver toutes les bactéries. Mais qu'est-ce un milieu? Ça y est, c'est bon. هذا هو le milieu, سموه حبيته. N'importe quelle bactérie cultivable, elle pousse. Donc, deux notions absolument intégrées parce qu'elles sont très importantes pour un médecin. Pourquoi? Alors, des dogmes. Alors, un dogme, c'est un mu'taqad que vous devez retenir. C'est une récapitulation. Certaines bactéries pathogènes pour l'homme ne sont pas cultivables. Exemple, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Coxiella burnitii de la fièvre queue, Borrelia burgdorferi qui donne, si je m'abuse, la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Bref, beaucoup d'infections bactériennes de l'être humain
sont dues à des bactéries qu'on ne peut pas cultiver sur un milieu de culture. Ok. Et puis, pour les bactéries qu'on peut cultiver sur un milieu de culture, il n'existe pas un milieu, d'accord, universel, unique, qui permette de toutes les cultiver. Ce n'est pas possible. Donc, si je prends les deux dogmes, qu'est-ce que j'obtiens? Une culture négative ne signifie pas l'absence de bactéries pathogènes dans le prélèvement. Si jamais vous envoyez un prélèvement et la culture revient négative, une culture négative ne veut jamais, jamais, ne signifie jamais l'absence de bactéries pathogènes dans le prélèvement. Jamais. La culture bactérienne n'a de signification que si il y a une culture positive. Mais quand la culture est négative, on ne peut rien dire. Ça, c'est l'une des raisons. Et je vous renvoie vers une dimension plus importante, c'est l'importance des renseignements cliniques pour le médecin ou le pharmacien microbiologiste. Le bioclinicien qui fait de la microbiologie, vos renseignements cliniques sont indispensables. Pourquoi? Parce que c'est vos renseignements qui vont lui permettre de choisir parmi les milieux de culture lequel utiliser. Si vous ne l'orientez pas, il n'y a pas un milieu, voilà, comme ça, qu'on va sortir de l'armoire où toutes les bactéries sont cultivables. Non, c'est vous qui allez l'orienter. Et c'est en même temps important pour vous. Alors, si je suspecte, si par exemple, je suis devant un écoulement urétral, c'est-à-dire une infection génitale chez l'homme, alors vous devez avoir pour chaque infection la liste dans votre tête ou sur un document ou sur un calepin ou sur votre smartphone, peu importe. J'ai une urétrite. D'accord, une urétrite masculine, elle est responsable, elle est due à deux bactéries. Alors, Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis. Très bien. Alors, Neisseria gonorrhoeae, est-ce qu'elle est cultivable? Oui, mais elle a un milieu particulier. D'accord. Et Chlamydia trachomatis, non, elle n'est pas cultivable. Ce n'est pas une bactérie qu'on peut cultiver. Donc déjà, à l'avance, vous, en tant que médecin, vous savez que si le laboratoire vous répond pour une culture, de toute façon, si vous dites culture négative, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas Chlamydia trachomatis, vu que de toute façon, elle n'est pas cultivable. Et maintenant, pour le gonocoque ou Neisseria gonorrhoeae, est-ce que la culture était négative parce que effectivement il n'y avait pas Neisseria gonorrhoeae ou tout simplement vous n'avez pas dit au médecin ou au pharmacien microbiologiste que c'était un prélèvement urétral et du coup il n'a pas utilisé le milieu pour Neisseria gonorrhoeae. D'accord? Donc vous orientez tout, dites toujours de quel type de prélèvement il s'agit et quels sont les renseignements cliniques. Ça nous permet à nous de choisir les bons milieux de culture et ça vous permet à vous de savoir quoi attendre d'une culture. Un médecin qui attend une culture positive, et j'ai vu des laboratoires répondre culture négative de Chlamydia trachomatis, c'était une aberration totale. Ce qui était aberrant, c'est pas que le laboratoire ait répondu de ça, parce que parfois, il y a des non-microbiologistes qui y travaillent, il y a des vides juridiques qui permettent à des non-microbiologistes d'exercer ce métier. Mais surtout, ce qui m'a fait mal, c'est que le médecin en question, ça lui a paru tout à fait normal. Si je prenais une ulcération génitale, la même chose. L'ulcération génitale, c'est dû principalement à Treponema pallidum, qui est pour la syphilis. Et on ne fait pas de culture, elle n'est pas cultivable. D'accord. Donc attention, une culture négative ne signifie pas l'absence de bactéries pathogènes dans le prélèvement. Il faut renseigner, il faut mettre les renseignements cliniques avec un prélèvement. Voilà. Alors les minutes culture, voilà, il contient beaucoup de, 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 de nutriments. C'est un peu une récapitulation des besoins nutritionnels. J'aimerais quand même que vous reteniez la notion de peptones. D'accord. Les peptones sont indispensables dans n'importe quel milieu de culture. N'importe quel milieu de culture, c'est la source d'azote. D'accord. Donc, une culture doit obligatoirement contenir des peptones. OK. Et puis, éventuellement, des minéraux, de l'eau. D'accord. Une source de carbone. OK. Alors, ces milieux qui contiennent que ça, on les appelle les milieux de base. Les milieux de base, ne permettent pas la croissance des bactéries, ne permettent que la croissance des bactéries prototrophes. C'est-à-dire, je vous recommande de revenir en arrière et de voir les besoins spécifiques, d'accord, des bactéries. Les milieux qui ne contiennent pas de besoins spécifiques ne sont faits que pour les bactéries non exigeantes, les prototrophes. Sinon, si on veut cultiver une bactérie, d'accord, qui a des besoins spécifiques, on doit rajouter ces besoins spécifiques ici. Par exemple, si vous revenez euh, le, le slide où je parlais de ces besoins spécifiques, si je veux cultiver Legionella,
D'accord, pneumophilia, eh ben, Legionella pneumophilia a besoin de cystéine, alors je dois rajouter ici à tout ça de la cystéine. D'accord? Si j'ai besoin, par exemple, pour l'hémophilus influenzae, il a besoin d'émine et de nicotinamide, eh ben, je dois rajouter tout ça. D'accord? Donc retenez que ça, c'est le milieu de base. Et dans le milieu de base, ce qu'il faut retenir surtout, c'est la présence de peptone. Alors le milieu de base, cette notion, vous aurez peut-être des questions sur ça. Un milieu de base ne permet que la croissance des bactéries prototrophes, c'est-à-dire non exigeantes. Ok. Mais si on rajoute des facteurs de croissance, là, ça devient un milieu pour les bactéries qui ont besoin, qui ont des besoins spécifiques. Voilà. À côté de tout ça, pour rendre le diagnostic plus efficace, parfois on rajoute des agents sélectifs. Surtout quand le médecin nous dit, moi, je veux, par exemple, devant une infection, vous avez une fièvre inexpliquée, avec une diarrhée légère, et vous me dites, je pense que c'est une fièvre typhoïde. D'accord. Et la fièvre typhoïde, elle est due à quelle bactérie? Elle est due principalement à Salmonella typhi. Donc vous me dites, moi, je suspecte une fièvre typhoïde, je vous envoie un prélèvement de sel, des matières fécales, puisque c'est la porte d'entrée, et vous devez me rechercher Salmonella typhi. Alors nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser un milieu qui ne permette que la culture de Salmonella typhi. D'accord? On appelle ça un milieu sélectif. Donc, c'est quoi un milieu sélectif? On va mettre une substance, d'accord, qui va tuer toutes les bactéries, sauf la bactérie recherchée. C'est une sélection. Voilà. Et les agents sélectifs sont très, 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 très variés. C'est ce qui fait que des milieux soient très utilisés par rapport à d'autres. D'accord? Et pour beaucoup de bactéries, il y a des milieux sélectifs. Et encore une fois, on n'utilisera pas ces milieux sélectifs si le médecin ne nous oriente pas. S'il ne nous dit pas, par exemple, je recherche la fièvre typhoïde, on ne va pas utiliser un milieu sélectif pour salmonelle. S'il ne nous dit pas, je suspecte une staphylococcie, ou alors il nous donne les renseignements qui nous permettent, nous, de suspecter une staphylococcie, on ne va pas utiliser un milieu sélectif pour les staphylocoques. Donc, encore une fois, pour l'utilisation des milieux sélectifs, d'accord, ou même des milieux contenant des facteurs de croissance, c'est conditionné par les renseignements cliniques. Voilà. Donc voici des milieux solides. Alors il y a des milieux solides en boîte pétrie. D'ailleurs, je vous engage à aller dans les différents services pour rechercher ces milieux. Et puis là, vous trouvez un milieu solide. D'accord? C'est un milieu solide, c'est un flacon, c'est un tube, c'est un milieu incliné. Alors on utilise généralement ces milieux solides inclinés quand c'est une bactérie dangereuse, parce que c'est des tubes qu'on peut fermer à l'aide d'une vis, donc c'est plus sécurisé, d'accord? Et voilà, donc ça, vous avez les deux formats principaux des milieux solides. Il faut savoir ce qui différencie un milieu solide et un milieu liquide, c'est la présence d'agar-agar. C'est la même substance d'ailleurs qui est utilisée pour élaborer les flancs, hein. D'accord? Le flan que vous adorez. Eh bien, un milieu de culture solide, c'est du flan pour bactéries, hein, si on pouvait un peu résumer les choses comme ça. C'est ça le milieu solide. D'accord? Et puis il y a les milieux liquides, d'accord? Regardez, voilà, c'est liquide, hein. Alors, le milieu liquide, en tant que médecin auquel vous aurez le plus à faire, c'est les milieux pour hémoculture. Quand vous suspecterez une bactérie humide, c'est-à-dire une présence de bactéries dans le sang, d'accord? Vous aurez tendance à prélever 10 cc de sang et à le mettre dans un milieu liquide, d'accord? Un bouillon, on appelle ça les bouillons, d'accord? Et c'est ce qui viendra et c'est ce qui arrivera au niveau du laboratoire, d'accord? Du sang dans un bouillon de culture. Voilà, c'est les milieux liquides. OK? Alors, bien sûr, devant toute culture bactérienne, vous avez le droit de poser ces questions aux microbiologistes un peu pour éventuellement savoir si les choses ont été faites clairement ou surtout pour essayer de corriger certaines choses, surtout si vous n'avez pas écrit ou mis de renseignements cliniques, d'accord? Parce que quand vous ne mettez pas de renseignements cliniques, en réalité, le microbiologiste et par ricochet, donc généralement, quand on vous répond pour une culture, quel que soit le résultat de cette culture, vous avez le droit de demander le temps d'incubation, l'atmosphère d'incubation et les milieux utilisés. C'est votre droit, d'accord? Le temps d'incubation, par exemple, pour la tuberculose, si un laboratoire vous dit culture négative de Mycobacterium tuberculosis pour une tuberculose pulmonaire, alors s'il a incubé ça que 21 jours, eh bien c'est faux, parce qu'il faut au minimum 28 jours. Et il faut 90 jours pour dire que c'est négatif. Donc, vous voyez, le temps d'incubation est important. L'atmosphère d'incubation.
Vous recherchez un abcès profond ou une suppuration du pied diabétique où les anaérobies strictes sont recherchés. D'accord? Ils doivent être recherchés. Alors, s'il n'a pas incubé dans une atmosphère exempte d'oxygène, ça veut dire qu'il ne vous a pas recherché les anaérobies strictes. Et puis, les milieux utilisés. Pourquoi? Souvent, alors si vous avez affaire à un microbiologiste qui connaît son métier, il va vous donner ces milieux utilisés, il va même vous dire ce qu'il a recherché. D'accord? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est rarement le cas. Il y a peu de microbiologistes au niveau des laboratoires. Vous avez le droit de noter les milieux utilisés et par la suite, vous documentez vous-même. En fait, ce que vous devez connaître, c'est les bactéries recherchées. Mais tout ça, toutes les questions que vous poserez éventuellement au micro, si vous n'avez pas en tête les bactéries recherchées. En fait, quand vous parlez avec n'importe quel spécialiste d'une spécialité donnée en tant que médecin généraliste, ou même peu importe que vous soyez spécialiste ou pas, il faut savoir qu'il y a une base commune de connaissances médicales, un vocabulaire minimum, des connaissances minimales. Et quand vous parlez à un microbiologiste, si vous deviez avoir des connaissances minimales, c'est les bactéries recherchées. D'accord? Vous ne pourrez jamais communiquer clairement avec un microbiologiste et vice-versa s'il n'y a pas cette base commune de compréhension. Connaître les bactéries responsables d'une infection, ce n'est pas de la biologie, c'est de la médecine. D'accord? Et c'est cette base commune qui vous permet de discuter euh, avec un microbiologiste. Si vous n'avez pas cette base, je vous dis, c'est tout à fait inutile de discuter ça avec lui. Et par extension, si vous voulez discuter un antibiogramme ou une antibiothérapie avec un microbiologiste, si vous n'avez pas des connaissances minimales sur les résistances et sur les mécanismes d'action des antibiotiques, ce n'est pas la peine. D'accord? Ça va être un dialogue de sourds. Vous aurez l'impression de comprendre, et lui aussi, mais en réalité, personne n'aura compris l'autre. Parce qu'au final, souvent, on est amené à sortir avec une décision précise concernant le patient. Et c'est ça le plus important, d'accord, dans l'absolu. Donc, le minimum de connaissances, c'est les bactéries à incriminer. Vous aurez tout un cursus médical pour avoir ça. Voilà. Donc, maintenant, le métabolisme bactérien. Alors, le métabolisme bactérien. En fait, quels sont les différents métabolismes qui existent chez la bactérie? C'est un peu comme chez l'être humain. Il y a le métabolisme énergétique, d'accord, où elle produit pour produire son énergie. Il y a le métabolisme des glucides, d'accord, comme chez l'être humain, d'accord, glucose, lactose, saccharose, kiff kiff, d'accord. Il y a le métabolisme protéique comme chez l'être humain, synthèse des acides aminés, désamination, production d'urée, etc. Et puis il y a le métabolisme lipidique, kiff kiff, d'accord, c'est vraiment superposable à l'être humain, sauf que c'est plus diversifié par rapport à l'être humain. Donc, l'intérêt du métabolisme, je ne vais pas détailler parce que ça ressemble énormément à la biochimie que vous avez fait en première année, la biochimie métabolique. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est l'identification biochimique des bactéries. En fait, je profite ici pour casser un dogme. Vous pensez qu'on identifie les bactéries euh, au microscope, ce qui est une erreur. Vous avez vu que l'aspect microscopique des bactéries, c'est généralement ou des cocci ou des bacilles. Et les colorations, la coloration de grammes, elle ne permet principalement que de dire si c'est des grammes positifs ou des grammes négatifs. Donc c'est absolument pas suffisant. Et à la culture, ce ne sont que des UFC. D'accord? Sauf, bon, bien qu'un milieu sélectif puisse y aider à leur identification, mais l'identification des bactéries, elle est biochimique. C'est par la biochimie qu'on arrive à savoir de quelle bactérie, de quelle espèce il s'agit. Alors, il y a beaucoup de réactions. Moi, ce que vous devez retenir, c'est il y a deux réactions très importantes. Et à l'occasion, je vous montrerai comment vous projeter. D'accord? Alors, et la réaction d'oxydase. Alors, la réaction d'oxydase, elle est très très importante, ou ce qu'on appelle la recherche de la cytochrome oxydase. Alors, quand on prend une UFC, par exemple une colonie bactérienne, on met une goutte de réactif. Alors, si le réactif vire à cette couleur bleue, foncée, violette, d'accord? Alors, ça veut dire qu'elle possède une cytochrome oxydase. S'il n'y a pas de virage, ça veut dire que cette bactérie ne possède pas de cytochrome oxydase. Vous allez me dire, oui, à quoi ça sert tout ce blabla inutile? En fait, tout simplement, ça a une utilité que si vous êtes devant une bactérie
c'est un bacille gram-négatif. À quoi ça sert? Eh bien, c'est ce qui est négatif qui est très important. Si j'ai un bacille gram-négatif qui est transparent, c'est-à-dire qui ne possède pas de cytochrome oxydase, ça veut dire que c'est une entérobactérie. Et vous aurez un cours sur les entérobactéries, c'est une famille très importante et très abondante pour les bactéries pathogènes pour l'homme. D'accord? Salmonelle, Shigella, Escherichia coli, bref, les infections nosocomiales, infections communautaires, donc c'est très important. Donc la cytochrome oxydase, elle est utilisée devant un bacille gram-négatif. Inutile de vous dire que ça peut être une question d'examen. D'accord? Maintenant, la réaction catalase. La réaction de la catalase, en fait, il y a des bactéries, quand on leur donne de l'eau oxygénée, eh ben, elles font en sorte de libérer l'oxygène qu'il y a dans l'eau oxygénée. D'accord? Et d'autres bactéries, si on leur donne de l'eau oxygénée, eh ben, elles la laissent tranquille, elles ne lui font rien. D'accord? Ce qui permet de transformer l'oxygéné en oxygène, c'est la catalase. D'accord? Cette bactérie ne possède pas de catalase, cette bactérie possède une catalase. Alors la catalase, c'est pour les cocci-gram positifs, d'accord? Et vous allez obligatoirement les faire, et ça m'étonnerait que cela ne soit pas fait dans le cours correspondant au cocci-gram positif. Ça permet de différencier quoi? Les cocci-gram positifs qui possèdent une catalase, eh ben, c'est les staphylocoques. Et les cocci-gram positifs qui ne possèdent pas de catalase, c'est les streptocoques. Donc vous voyez, cette enzyme, si c'est des cocci-gram positifs, permet de différencier les staphylocoques des streptocoques. Donc c'est vraiment les deux réactions indispensables à connaître. D'accord? Maintenant, c'est vraiment pour détruire le dogme où vous pensez que c'est au microscope quand on connaît les bactéries. Eh bien, pas du tout. Regardez, vous savez, ça c'est quoi? Eh bien, Escherichia coli. C'est ça, Escherichia coli. Escherichia coli, c'est pas un truc qu'on voit au microscope. Escherichia coli, c'est ça. Alors, on a mis des bactéries ici, partout, partout, avec des colorants. Et puis, selon la coloration, on pourra savoir est-ce que c'est une Escherichia coli ou autre chose. Par exemple, ici, pourquoi c'est une Escherichia coli? Parce que elle possède une bêta-galactosidase, d'accord, mais elle ne fait pas de fermentation butanidionique, d'accord, et elle possède une ornithine, mais surtout, elle n'a pas une arginine déshydrogénase. Et elle n'arrive pas à utiliser les citrates comme source de carbone, et surtout, elle produit de l'indole sans produire de sulfure d'hydrogène ni d'ammoniac. Et surtout, elle n'a pas une tryptophane des aminés. Voilà. Alors, bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, c'est du chinois que vous devez absolument pas retenir et que vous ferez uniquement si vous faites la spécialité. Mais c'est juste pour vous dire, c'est ça une Escherichia coli. Une Escherichia coli, c'est pas quelque chose qu'on voit au microscope, c'est cet ensemble de réactions biochimiques. Et c'est la même chose pour tout le reste. C'est ça l'identification bactérienne, c'est pas le microscope. D'accord? Le microscope nous dit juste si c'est des bacilles ou si c'est des cocci, d'accord? Et si c'est des grammes plus ou si c'est des grammes moins, ou parfois certaines colorations particulières. Mais globalement, même à la culture, c'est pas comme ça qu'on reconnaît les bactéries, c'est à l'identification biochimique. D'accord? Voilà. Je voulais attirer votre attention sur ce point. Donc, merci.